Nous sommes dimanche 12 janvier 2020 et vous êtes sur RTI 1. Bonjour et bienvenue dans ce 13h. Amadou Gon Coulibaly est arrivé hier samedi dans le Gao, premier jour d'une visite de travail de 48 heures que le Premier ministre entame dans la région. Après l'étape d'Oumé, il a été reçu par la chefferie traditionnelle de Gagnoa où il s'est également dit porteur d'un message de paix, d'unité et de réconciliation. Dans cette édition, nous irons également à Korogo, au nord de la Côte d'Ivoire, où les conseillers régionaux et les acteurs du secteur privé ont participé cette semaine à une réunion initiée par le ministère du Plan et du Développement. Rencontre au cours de laquelle des opportunités d'affaires dans le district des Savanes leur ont été présentées. Le nombre de soldats tués jeudi dans l'attaque du poste militaire de Chinagodrar s'élève désormais à 89 morts. Les autorités nigériennes avaient annoncé initialement un bilan de 25 morts. L'attaque n'est pas encore revendiquée, mais il pourrait bien s'agir des groupes terroristes qui sévissent dans la région des trois frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Depuis 1953, la Journée mondiale de la traduction est célébrée le 30 septembre de chaque année. Elle a été officiellement reconnue par l'UNESCO et les Nations Unies en 1991. C'est une journée qui ambitionne de promouvoir les métiers de la traduction dans les différents pays. Le magazine de ce dimanche sera consacré au métier de traducteur et d'interprète. Qu'est-ce que c'est exactement et quelle est la nécessité de nos jours avec les nouvelles technologies et les applications qui nous permettent de traduire n'importe quel texte? Pour en parler, nous avons invité Sébastien Hervé Guéhi, linguiste, traducteur-interprète et initiateur de la JTC, la Journée internationale de la traduction et de l'interprétation de Côte d'Ivoire. Bonjour, M. Guéhi. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Je vous retrouve dans 30 minutes. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Tout à l'heure. À l'occasion de la visite de travail qu'il a initiée dans la région du Gao, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a rencontré hier, en fin de journée, la chefferie traditionnelle de Gagnoa. Plusieurs sujets y ont été abordés, notamment ceux relatifs au développement et à la cohésion sociale. C'était en présence d'Alexis Ouedraogo. Son reportage complet vous sera proposé ce soir dans le 20h. Avant Gagnoa, Amadou Gon Coulibaly était à Oumé, première étape de cette visite de travail de 48 heures dans la région du Gao. Là aussi, le Premier ministre a été reçu par la chefferie traditionnelle et il a été également question de paix et de réconciliation. On retrouve Alexis Ouedraogo. Ce samedi à Oumé, ambiance de grand jour. Pour sa première visite de travail cette année 2020, le chef du gouvernement est dans le Gao, à la grande joie des fils et cadres de la région. C'est la première sortie officielle du chef du gouvernement à l'intérieur et cela commence par la région du Gao. Donc nous ne pouvons être que fiers. Nous à Oumé, c'est la première visite. Donc vous comprenez notre joie. Parce que vous savez que quand le Premier ministre, chef du gouvernement, se déplace avec le développement. Et vous avez vu, depuis 3 jours, nous avons le bitume. Il ne fait pas que venir. On voit ce qu'il réalise. Ce qu'il a réalisé hier à Ouagayo, à Gagnoa et sur l'axe Abidjan-Gagnoa. Et maintenant, ce qu'on voit à Oumé. Ça fait plusieurs années que Oumé attend de recevoir le Premier ministre. Vous imaginez un peu la ferveur qu'il y a à Oumé. Nous sommes ravis. C'est nous qui l'invitons, nous, parents, population du Gao, par rapport aux actes qu'il a posés, des actes de développement, des actes de nomination de nos enfants, et puis pour les actes de paix aussi. Amadou Gon Coulibaly porte dans ses valises des projets de développement, mais surtout des mots de paix et d'unité. Je me réjouis de représenter le chef de l'État à cette cérémonie d'hommage. C'est également l'occasion pour nous d'écouter les populations, de la rassurer sur ce qui se passe dans notre pays, rassurer sur l'avenir de la Côte d'Ivoire. Premier acte fort de cette rencontre avec le Gao, le rendez-vous du chef du gouvernement avec la chefferie traditionnelle. Si tous saluent les actions de développement menées jusqu'à ce jour, les attentes demeurent, notamment sur la finition des travaux de voirie engagés, du renforcement de l'adduction en eau potable, de la sécurisation et autres nominations des cadres du département d'Oumé. Nous pouvons vous assurer
que dans le département d'Oumé, il existe aussi des compétences capables de vous donner entière satisfaction dans l'exercice des fonctions que vous pourrez leur confier. Des doléances, bien entendues par le chef du gouvernement. Amadou Gon Coulibaly a insisté sur l'importance aujourd'hui pour les chefs traditionnels d'être de véritables acteurs de paix. Comme on dit chez nous, on ne peut pas rentrer donc dans un village et aller s'adresser aux habitants sans avoir donné les nouvelles d'abord au chef. Donc nous vous donnons la primeur. Nous sommes porteurs d'un message de développement de la part du président de la République. Nous sommes ici porteurs d'un message de paix de la part du président de la République. La visite de travail du chef du gouvernement dans le Gor est prévue pour 48 heures. Et après cette rencontre avec la chefferie traditionnelle, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a animé un meeting en présence des jeunes, des femmes, des autorités et de toutes les populations du département d'Oumé. On y retourne, cette fois avec Herman Guivet. Les peuples bans et gourous de Oumé disent merci au chef de l'État pour ses multiples actions de développement engagées en leur faveur. Une reconnaissance exprimée au chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly en visite de travail dans la région du Gor. La ville d'Oumé ouvre chaleureusement ses portes au chef du gouvernement et à sa délégation. Nous voulons saluer et remercier votre gouvernement et le président de la République pour le bitumage qui est en cours sur l'axe Tomodi-Oumé, sur l'axe Divo-Oumé et Gagnoa-Oumé. Je voudrais demander à toute la population d'Oumé d'acclamer et de saluer ces efforts fournis par votre gouvernement. Deux grandes actions engagées par le chef de l'État afin d'améliorer leurs conditions de vie. Les populations d'Oumé le reconnaissent et se saisissent de l'occasion pour formuler quelques doléances. Le président Alassane Ouattara, comme le président Félix Houphouët-Boigny, il est en train de faire vivre à la Côte d'Ivoire son deuxième miracle économique. C'est pour toutes ces raisons que nous avons voulu, dans la région du Gor et singulièrement à Oumé, magnifier l'homme. Monsieur le Premier ministre, la seule et unique route de la région qui n'a pas encore été bitumée depuis 1961 reste et demeure l'axe Oumé-Saint-Fra, long de 65 km. Nous tendons nos bras vers vous, vers son Excellence le Président Alassane Ouattara, d'accepter d'être notre Messie à Oumé pour soulager notre population. Nous voudrions ici remercier très sincèrement Monsieur le Président de la République d'avoir ordonné la construction dans le village de Dondi d'un château d'eau de grande capacité qui permettra d'approvisionner en eau potable tous les villages de la tribu Nda. Notre souhait est que les deux chefs-lieux de sous-préfecture, Tonla et Guépao, bénéficient d'une adduction d'eau potable. Ensuite, nous appelons l'attention de Monsieur le Premier ministre sur l'insuffisance de la production d'eau dans la ville de Diegonefla. Le manque d'eau depuis 5 ans dans le village de Doukuya, malgré l'existence d'un château d'eau. La mairie de Diegonefla est en train de construire un commissariat de police qui s'achève très bientôt. Nous sollicitons, Monsieur le Premier ministre, l'aide de l'État en vue de sa mise en service. Je voudrais solennellement, au nom des populations, vous réaffirmer l'entière disponibilité des cadres du département d'Oumé, tout comme leurs sœurs et frères de toute la région du Gor, à vous accompagner et à vous soutenir dans l'œuvre de développement et de transformation de notre pays, la Côte d'Ivoire. D'excellentes perspectives se dessinent, des perspectives de développement portées par des valeurs que communique le RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Monsieur le Premier ministre, vous savez quelle est ma joie d'être ici à vos côtés, proche des populations. Aujourd'hui, ici et là, Monsieur le Premier ministre, j'entends parler de violence, j'entends parler de déstabilisation,
J'entends des choses et je me dis, est-ce que ces gens étaient dans le pays? Est-ce que ces gens ont vu ce que nous avons vu? Est-ce que ces gens ont vécu dans leur chair ce que nous avons vécu? Est-ce que ces personnes ont souffert la souffrance de la région d'Oumé? Je ne crois pas. Parce que s'ils avaient vu ça, ils ne pourraient pas dire ce qu'ils disent. Ils ne pourraient même pas penser ce qu'ils pensent. Population d'Oumé, prenez garde au chant des sirènes. Ce sont souvent des mirages d'une nuit, une seule nuit. Pour tout ce qui relève des questions de développement, le Premier ministre Amadou Koulibaly rassure les populations de Oumé et celles du Gor. Elles peuvent compter sur le chef de l'État, Alassane Ouattara. Chers frères et sœurs de Oumé, je tiens à vous féliciter pour avoir décidé de vous inscrire résolument dans la vision de paix et de développement du président de la République. Mais dans le programme 2021-2025, nous allons nous attaquer frontalement pour faire en sorte que toutes les capitales départementales de la Côte d'Ivoire soient elles aussi reliées donc par le bitume. Et dans ce cadre, je prends ici au nom du président de la République l'engagement que 2020 verra lancer l'étude de la route Oumé-Saint-Franc pour être exécutée dans le cadre du programme 2021-2025. Oui, vous avez parlé d'eau, de renforcement de la capacité en eau de Oumé, mais également des problèmes d'eau dans la localité. Là, je prends l'engagement que c'est en 2020 que les problèmes relatifs à l'eau qui ont été posés ici aujourd'hui, au nom d'Alassane Ouattara, je dis que nous allons les régler en 2020. Et comme vous savez, ce que le président dit, il le fait. Ce que ses disciples disent en son nom, ils vont également veiller à ce que cela soit fait. Les questions relatives à l'organisation administrative, nous avons bien noté toutes vos doléances et elles seront reversées au niveau du comité au sein du ministère de l'administration du territoire qui travaille sur cette question. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, m'a demandé de vous assurer de son engagement à travailler sans relâche pour que les fruits de la croissance rejaillissent sur toutes les localités de notre pays et sur Oumé en particulier. Oui, Oumé ne sera jamais oublié comme Oumé n'a pas été oublié dans les 10 années donc passées. Oui, Oumé ne sera pas laissé en chemin dans notre marche commune vers l'émergence. Vous pouvez compter sur le président de la République et son gouvernement. Le Premier ministre Amadou Koulibaly a également rassuré sur la bonne tenue des élections présidentielles de 2020, appelant les Ivoiriens et les populations d'Oumé à cultiver les valeurs de paix et de cohésion sociale. Au menu de cette visite du chef du gouvernement à Oumé, plusieurs rencontres ainsi que l'inauguration du château d'eau du village de Dondi. Et juste après ce meeting, nos reporters ont tendu le micro à quelques participants. Vous allez le voir, tous se disent heureux de cette visite du chef du gouvernement. Voici leur réaction. Après le discours du Premier ministre, je pense que la Côte d'Ivoire est sur le bon chemin du développement et aussi du développement du département d'Oumé, que nous faisons partie. Donc je suis très heureux pour son discours qu'il venait de dire. Nous faisons confiance pour la paix en Côte d'Ivoire, et que les élections de 2020 se dérouleront dans de bonnes conditions. Un très bon discours et nous sommes heureux aujourd'hui. Aujourd'hui, nous faisons confiance à l'avenir. Je crois que c'est un discours d'apaisement dans un premier temps. C'est pas amener tout le monde à comprendre que la Côte d'Ivoire a besoin d'être unie. Voilà, peu importe les bords politiques, peu importe, mais tout ce qui est développement, pour nous particulièrement, nous, les gens de la mutuelle, il était important qu'on soit là parce que là, on parle de développement. Voilà, donc je suis de Doukouya, donc il est normal que je sois là pour assister à cette manifestation. Le message a été bien perçu, dans le sens où nous, la jeunesse d'Oumé, dans l'ensemble, nous œuvrons tous pour la cohésion sociale. Et
nous ne voulons plus revivre tout ce qui s'est passé en 2011 en Côte d'Ivoire. Nous sommes tous engagés à partir du message du Premier ministre à œuvrer pour la paix et à se mettre ensemble résolument pour toutes les questions de paix. Et comme pour coller les discours à la réalité, le village de Dondi, dans le département d'Oumé, bénéficie désormais d'eau potable. Hier, le Premier ministre y a inauguré un château d'eau à la grande joie des populations de Dondi et des villages environnants. On retrouve Alexis Ouedraogo. À Dondi, samedi, on a dansé pour célébrer l'eau et le développement. On a château d'eau, on dort, à l'heure qu'on veut, on puise l'eau, donc on a un choix. Vous voyez que toute la population est contente. Ça voudrait dire que c'est une nation que nous apprécions à sa juste valeur. Ce château a permis aujourd'hui aux femmes de ne plus se lever très tôt pour aller à la recherche de l'eau. Bon, c'est un château d'eau de 350 millions de francs, ça va impacter environ 6 000 habitants. Monsieur le Premier ministre, permettre à des populations de bénéficier de l'eau potable équivaut à entonner un hymne à la vie, car l'eau est source de vie. Pour le chef du gouvernement, le geste s'engage dans la ferme volonté du chef de l'État d'améliorer les conditions de vie des populations. Le président de la République a offert donc, ce forage qui a permis d'avoir un château d'eau qui permettra de desservir non seulement le village de Dondi lui-même, mais une série de villages donc environnants. Donc c'est avec plaisir qu'en son nom, je suis venu donc ouvrir donc cette vanne pour que l'eau jaillisse devant toutes les populations donc, de Dondi. Ils nous ont demandé de voir comment mettre les canalisations pour que les villages donc, environnants donc, puissent en profiter. Je leur ai dit au nom du président de la République qu'ils peuvent considérer que cela est acquis, puisque l'eau, je vous l'ai dit, est une composante extrêmement forte du programme social du gouvernement. La rencontre a été l'occasion pour le Premier ministre de rendre hommage à un fils du village au service du couple présidentiel depuis de longues années, un véritable modèle d'intégrité et de travail. Voilà ce que l'on peut dire à l'heure qu'il est sur cette visite du Premier ministre dans le Go. À présent, on va dire non à l'immigration clandestine. Pour se faire entendre de tous, une caravane de sensibilisation a été lancée en décembre dernier à Guibérois. Une caravane pour informer et sensibiliser les jeunes sur les dangers liés à ce phénomène. Reportage Maïssa Nogo dans un récit de Jean-Marc Djadji. Ils sont venus nombreux des 4 points de la région du Go. Ces jeunes ont pris part à la caravane nationale de sensibilisation contre l'immigration clandestine, une initiative de l'Alliance des jeunes Ivoiriens majeurs. Sensibilisant les jeunes de Guibérois contre l'immigration clandestine, la marraine Colette Pello-Lakbé a exhorté ses fileux à faire confiance au président de la République, Alassane Ouattara, qui œuvre pour l'autonomisation des jeunes. Le programme social du gouvernement, à travers l'ouverture des guichets emploi jeunes, en est une illustration. Je suis contente parce qu'ils ont pris conscience du danger que représente cette migration pour notre jeunesse et pour le pays tout entier. J'ai saisi l'occasion pour féliciter le gouvernement pour toutes les politiques qu'il met en place sous l'égide du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour donner aux jeunes Ivoiriens des raisons de croire en leur pays, plein de richesses, et de refuser d'aller à l'aventure. J'invite nos jeunes à s'inscrire dans ces différentes politiques pour leur avenir. 400 kits scolaires ont été remis à des écoliers par la marraine, au nom de la première dame Dominique Ouattara, présidente de l'ONG Children of Africa. Ici à Abidjan, Daniel Kablan-Duncan, le vice-président de la République, a assisté cette semaine à une cérémonie de dédicace, celle de l'œuvre biographique consacrée à la vie d'un homme. Mathieu Kadio Morokro, le fondateur de la toute première société pétrolière ivoirienne. Et les auteurs sont Agnès Crédit et Zio Moussa, 2 journalistes de renom. Le témoignage de Franck Quadio. C'est l'histoire d'une vie. Celle d'une seule famille de man à l'ivoirienne.
Mathieu Kadio Morocro, président fondateur d'une société leader dans les hydrocarbures aujourd'hui. 198 pages de vie épluchées par une double plume, celle des journalistes Zio Moussa et Agnès Crédit. Jusqu'au bout du rêve, une œuvre biographique. Sur Mathieu Kadio Morocro, homme de partage, de conviction, intransigeant sur des valeurs et vertus fondamentales et fondatrices telles que la famille, la nécessité pour un homme de se faire soi-même, d'être autonome, une référence et un modèle que nous, Zio Moussa et moi, c'est désormais biographes, ne pouvions pas ne pas offrir aux générations d'aujourd'hui et de demain. L'unanimité est faite. Une vie consacrée à son travail. Mathieu Kadio Morocro l'a pleinement vécu. Issu d'une lignée royale, il est aujourd'hui chef du village, en présence de ses anciens amis du lycée classique d'Abidjan, les Caïmans, du ministre de la Culture Maurice Mbadama et du vice-président Daniel Kablan-Duncan. L'homme à l'honneur dit avoir souscrit au projet des deux auteurs, mus par le désir de partager ses valeurs avec les plus jeunes surtout. L'envie de partager certaines valeurs auxquelles je crois personnellement et la conviction que tout ce qui n'est pas dit ou écrit aujourd'hui peut être irrémédiablement perdu pour demain, voire pour toujours. De plus, ma volonté personnelle de transmettre aux jeunes générations, dans la mesure du possible, le culte et la culture de l'effort et du travail m'ont convaincu. L'œuvre, une biographie, est loin d'être laudative. C'est une invite au travail, selon le vice-président Daniel Kablan-Duncan, invité d'honneur. C'est une première, la biographie d'un haut cadre du secteur privé, devenu entrepreneur prospère, après avoir porté l'ambition d'embrasser une carrière universitaire. Notre héros est un homme à la réussite imprégnée d'humilité, qui a su trouver l'équilibre entre ses traditions africaines et sa foi chrétienne catholique. Mathieu Morocro est à la fois un esprit subtil et doué, un homme qui célèbre la rigueur avec une culture du travail bien fait. Je voudrais me permettre d'inviter donc la jeunesse ivoirienne à s'inspirer des modèles que vous êtes. Aux jeunes Caïmans, porteurs de la parole de demain, de s'abreuver des lignes du livre. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a fait don d'une centaine d'œuvres au lycée classique d'Abidjan. Une façon d'initier avec tous le voyage jusqu'au bout de nos espérances. À Korogo, au nord de la Côte d'Ivoire, les conseillers régionaux et les acteurs du secteur privé ont participé cette semaine à une réunion initiée par le ministère du Plan et du Développement. Il s'est agi de leur présenter des opportunités d'affaires dans le district des Savanes, comme nous le dit Ami Sissoko, notre correspondante dans la région. Faire connaître au secteur privé les opportunités d'investissement non encore exploitées dans les régions. C'est à cela que s'attelle le ministère du Plan et du Développement à travers son programme PEC, Pôle économique compétitif. Programme qui vise aussi à contribuer à l'attractivité et à la compétitivité des régions de la Côte d'Ivoire à travers la mobilisation de l'investissement privé. Nous avons mené une étude qui a identifié un certain nombre d'opportunités d'affaires au niveau de nos régions. Et il était donc important pour nous de présenter ces opportunités d'affaires au secteur privé pour qu'elles les saisissent. Et vous le savez, le secteur privé est un des acteurs principaux de création d'emplois et de la richesse. Il a énormément de potentialités. Et cela, nous avons traduit en fiches projets. Et ces projets adressent tous les secteurs, notamment l'agriculture, l'élevage, le tourisme, les infrastructures logistiques et de distribution. L'atelier de Korogo est destiné à la zone géoéconomique du Nord-Ouest. Il réunit les responsables des conseils régionaux et les opérateurs économiques du secteur privé local de 8 régions. Poro, Tchologo, Bagoué, Kabadougou, Folon, Worodougou, Bafing et Béré. Durant 3 jours, les experts du ministère du Plan et du Développement ont renforcé leur capacité en stratégie de développement. Pour ces collectivités, c'était aussi l'occasion de présenter leurs atouts. En initiant ce projet à Korogo, le conseil régional du Poro est doublement satisfait parce que 1, ça se passe à Korogo, 2, les investisseurs présents vont connaître la région, toucher du doigt nos réalités et nous venir en aide en nous apportant un coup d'accélérateur. Il y a des projets qui intéressent le groupe au niveau agricole, la transformation du maïs, des projets avicoles pour la production de poulets, une filière dans laquelle nous sommes déjà présents dans d'autres pays,
et sur lesquels nous pourrions apporter notre contribution. De cet atelier, les responsables de collectivités sont repartis avec des fiches projets dans tous les secteurs d'activité, ce qui devrait les aider à attirer le maximum d'investisseurs dans leur région. De Korogo, je vous amène à Dzopé, dans la région de Lamé, à 105 km d'Abidjan. Sur place, le Bureau national de la prospective et de la veille stratégique a tenu récemment un atelier de renforcement des capacités destiné au cadre de l'administration publique et du secteur privé spécialisé dans la planification. Les précisions de Mahama Traoré et Franck Quadio. Seulement une faible proportion de cadres de l'administration publique dispose d'expertise dans le domaine de la prospective. Et pourtant, la prospective permet à une organisation de cerner son futur possible afin d'anticiper la prise de décision. Fort de cet enjeu, le Bureau national de la prospective et de la veille stratégique se met à la tâche. Il entreprend de renforcer les capacités des cadres en charge de la prospective et de la planification issus des institutions de la République, des ministères techniques et même du secteur privé. Vous savez que la région de Lamé, avec son chef-lieu à Dzopé, est un vaste chantier, initié donc par le gouvernement, sous la houlette du président de la République, qui booste le développement. Donc c'est ce qui nous a motivés en termes de représentants du pouvoir exécutif d'être présents à cet atelier pour écouter, enregistrer et rendre compte à la hiérarchie de ce qui a été retenu. En plus de la formation, les participants ont aussi eu droit à une présentation des résultats de la 4e étude nationale prospective dénommée Côte d'Ivoire 2040. Ces résultats fondés sur le scénario suivant, en 2040, la Côte d'Ivoire sera une puissance industrielle unie dans sa diversité culturelle, démocratique et ouverte sur le monde. C'était un reportage de Mahama Traoré, Davis Oyo et Franck Quadio. Et puis, je vous le disais en titre, l'attaque terroriste du camp militaire de Chinagodra a fait plus de morts qu'on ne s'attendait. À la fin du ratissage de 2 jours, 89 corps de soldats nigériens ont été recensés. Un bilan très lourd confirmé au ministère de la Défense. Les soldats ont été enterrés samedi au carré des soldats martyrs à Niamey. En un mois, le Niger a perdu plus de 174 soldats dans 3 différentes attaques sur sa frontière nord avec le Mali. Comme chaque dimanche, le 13h, ce n'est pas que le journal, c'est aussi le magazine du dimanche. Notre invité, c'est Sébastien Guéhi, qui est linguiste, traducteur-interprète. Il nous a rejoint en plateau. Bienvenue donc à M. Guéhi. Je vous propose qu'on suive ensemble ce reportage qui porte la signature de Jean-Louis Gbagbo. Leur présence et leur rôle est quasiment indispensable au cours des conférences internationales réunissant des participants de diverses nationalités. Les traducteurs et interprètes ont de tout temps occupé l'arrière-plan de ces grandes rencontres. Pourtant, ce sont eux qui y permettent contacts, échanges, négociations et accords, cela dans le monde entier. Un traducteur ou interprète est considéré comme étant cet agent entre 2 cultures qui essaie de franchir les barrières à la communication et lancer un pont entre les personnes qui parlent des langues différentes. De plus en plus, ce corps de métier aspire à plus de lumière. Sa longue marche vers la reconnaissance a ainsi abouti sur l'instauration d'une journée mondiale de la traduction, célébrée chaque année le 30 septembre par la Fédération internationale des traducteurs depuis 1953. Cette journée a été officiellement reconnue par l'UNESCO et les Nations Unies en 1991. En Côte d'Ivoire, c'est sous l'impulsion de Hervé Guéhi, traducteur-interprète, que ce cadre de reconnaissance et de célébration des métiers de traducteurs et interprètes a été initié depuis 2016. 4 éditions de la Journée internationale de la traduction et de l'interprétation de Côte d'Ivoire se sont déjà tenues. La révélation de ces métiers au grand jour, selon les organisateurs ivoiriens, est le début d'une ère de professionnalisation et de marché en pleine expansion. Alors, Monsieur Guéhi, qu'est-ce que la traduction? Qu'est-ce que l'interprétation? Je vous remercie. Et la traduction, c'est l'exercice ou l'activité qui consiste à rédiger un texte qui est dans une langue source et de transmettre dans une autre langue, celle demandée par les clients, qu'on appelle la langue cible.
Ça, c'est la traduction. La traduction. C'est donc écrit, un texte écrit. La traduction est écrite. D'accord. Par contre, l'interprétation, c'est le même exercice. Cette fois-ci, il est oral. D'accord. On peut être traducteur et pas interprète. C'est deux métiers différents. Les traducteurs ne sont pas forcément interprètes et les interprètes n'exercent pas forcément en tant que traducteurs. Quoique, ils peuvent traduire. Oui, les interprètes peuvent traduire parce que traditionnellement, c'est des traducteurs qui deviennent interprètes. Est-ce qu'il y a une différence entre le bilinguisme, le multilinguisme, si vous voulez, et la traduction, l'interprétation? Parler plusieurs langues, c'est humain. C'est humain. Et interpréter, c'est un métier. De ce point de vue, c'est vraiment différent. Un prof d'anglais ne peut pas être traducteur, interprète? Un prof d'anglais a... Entre français et anglais? Un prof d'anglais a tous les mérites, a toutes les chances et tous les outils dont il a besoin pour devenir traducteur et interprète. D'accord, donc il le peut. Donc on n'a pas besoin de faire forcément une formation. Et si je parle bien anglais, je peux m'y mettre à la traduction, à l'interprétation, et ça peut bien marcher. Pas forcément. Un interprète et un traducteur, tous deux ont besoin de formation. La formation sur le tas en allant dans un cabinet de traduction et d'interprétation, ou la formation dans une école d'interprétation ou de traduction qui existe. On a les deux voies. Je sais que vous ironisez souvent en disant que si un bon prof doit devenir un bon interprète, c'est comme si vous demandiez à un boucher d'être un bon chirurgien. Oui, charcutier, le font souvent qu'ils sont chirurgiens. Est-ce que tout le monde peut être traducteur? Tout le monde peut être interprète? C'est un métier humain. De ce point de vue, oui. Tout le monde a les qualités pour devenir interprète. Il y a des prérequis qu'il faut avoir. Il y a des outils qu'il faut avoir. Je ne parlerai pas de disposition ou de prédisposition. Ce serait prétentieux. Mais il y a des outils qu'il faut avoir. C'est quoi ces outils? Des outils, les langues. Les langues sont les premiers outils du traducteur et de l'interprète. Puis ensuite, la culture générale. Vous savez, la traduction et l'interprétation sont deux métiers qui parlent de tout. On est à la fois sur le plateau ou dans la cabine ou devant notre texte. Nous avons un texte qui parle de chimie, de botanique, de journalisme. L'interprète ou le traducteur doit être une personne qui est capable de culture générale pointue. Ce sont des experts en culture générale. Quoi qu'il ne peut pas tout savoir. Personne ne peut tout savoir. Alors, comment vous vous en sortez quand il y a un mot ou deux, par exemple, que vous n'arrivez pas à comprendre? Comment le traduire? Comment interpréter? Il y a ce qu'on appelle en matière d'interprétation la maturité linguistique. Si quelqu'un est, par exemple, médecin et qu'il ne peut pas dire qu'il est médecin, il peut dire « moi, je soigne des gens ». C'est la maturité linguistique qui permet le contournement phraséologique. Ça, c'est quand il est médecin et qu'il a envie de le dire. Oui. Mais si vous, par exemple, je dis médecin dans une langue, pas médecin, mais un autre mot peut-être, on va prendre médecin. Médecin dans une langue, ou alors un synonyme que vous ne comprenez pas, vous l'interprète. Comment vous le direz, vous le traduirez? Vous avez la réponse dans ce que vous avez dit. S'il y a un mot que nous ne comprenons pas, on ne peut pas le traduire ni l'interpréter. C'est pour cela qu'en amont, nous parlons de préparation. Un interprète, un bon interprète, est un interprète préparé. La culture générale permet d'anticiper sur les différentes rencontres qui existent entre les hommes. Aujourd'hui, un apprenti interprète devrait s'intéresser, par exemple, aux questions de la crise militaire, la crise internationale, les questions de relations internationales, les questions de numérisation, de digitalisation et des questions qui vont être le centre d'intérêt de beaucoup d'organisations internationales et des entreprises pour que cet apprenti interprète ou cet interprète puisse déjà être en phase avec la mode linguistique et langagière, afin qu'ils puissent aborder les questions avec beaucoup de sérénité. Mais au-delà, nous demandons à nos clients, à ceux qui nous interpellent, de nous aider à faire des conférences de vrai succès. Et pour le réussir, il faut partager avec l'interprète ces documents, ces informations. Bien sûr, rassurez-vous qu'ils gardent secret.
pour leur permettre de mieux se préparer. De s'imprégner, de se préparer et de ressembler à ce que vous êtes. Vous imaginez dans une salle de conférence où tout le monde est expert, l'interprète doit parler au même niveau de compréhension et de production. Tous ceux qui sont là, le minimum qui serait bon pour réussir sa conférence, c'est de demander à l'interprète ce dont il a besoin et avec lui de faire de la préparation. D'accord. Y a-t-il traduction ou interprétation en langue locale? Oui, nous avons en Côte d'Ivoire des personnes magnifiques qui ont travaillé dans les tribunaux pour aider à la communication entre différentes parties belligérantes ou négociantes dans le but de permettre à la justice de se faire. Il y a aussi dans d'autres structures, vous savez que la Côte d'Ivoire, dans sa constitution, fait la promotion de l'accès à l'information et dans ce cadre-là, les interprètes et traducteurs en langue locale devraient être en principe avoir pignon sur rue dans ces institutions ivoiriennes où ceux qui n'ont pas accès à la langue française devraient avoir accès à ces informations dans leur langue grâce au métier d'interprète, mais qui vont cette fois-ci utiliser les langues locales vers le français ou inversement. Et il y a aussi l'interprétation en langue des signes. Pensée spéciale à notre feu regretté Jonas. Jonas, qui nous a été d'une grande utilité parce qu'il nous a aidé à montrer que le métier d'interprète s'occupait essentiellement et aussi de tous ceux qui travaillent dans le cadre des langues, et il était présent à l'une de nos manifestations. D'accord, pensée spéciale donc à lui, notre regretté Jonas Bonao et M. Hachi, interprète depuis près de 20 ans ici à la RTI. Et combien de temps peut durer une formation, la formation d'un individu pour devenir traducteur ou interprète? L'école fait un master, donc on peut dire 4 ans pour avoir le diplôme d'interprète à partir du bac, mais essentiellement, après la licence, les écoles de traduction et d'interprétariat, dans ce cadre-là, puisque c'est la formation, les écoles de traduction et d'interprétariat font 2 ans de formation théorique qui confèrent ou donnent à ceux qui sont candidats à cette école un master. Et ce n'est pas toujours suffisant, même moi je continue d'apprendre, donc on a besoin du temps, de beaucoup de temps, c'est le meilleur allié des pratiquants de ce métier. D'accord. Et des écoles, il y en a ici, à Abidjan? Il y a des écoles en Afrique, nos pays voisins ont des écoles, il y a des écoles en Europe, il y en a qui ont pignon sur rue en France, à Bruxelles, à Genève. Mais pas en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, oui, il peut y avoir des écoles, des départements de langue commencent à initier quelques modules de ce domaine, tels que le thème, la version dans un département de langue. D'accord. Est-ce qu'il y a un code, des règles, une déontologie dans la traduction, dans l'interprétation? Et c'est ce qui fait la plus belle chose de ce métier. L'interprétation et la traduction sont des métiers qui sont régis par une éthique. Cette éthique a je voudrais mentionner 3 faits majeurs dans cette éthique. La première, c'est la confidentialité. La seconde, c'est la neutralité et l'impartialité. Mais la troisième, c'est la formation continue. Un interprète, un traducteur, ils sont en permanente formation. Et tout nous forme. Les faits, les choses, les idées, le journal télévisé, les livres. Nous sommes copains de tout ce qu'il y a de culture. Et comme dans tout métier, il peut y en avoir des bons et des pas bons, des bons, des moins bons. Comment moi, ou par exemple le public, peut faire la différence entre un bon interprète et un pas bon du tout? Le public devrait commencer par ne pas aller voir les bilingues et aller voir les traducteurs et interprètes pour identifier ceux qui sont moins bons. Mais, premièrement, et puis je voudrais aussi dire que les traducteurs et interprètes devraient se considérer comme des opérateurs économiques. Donc l'existence juridique et fiscale est déjà la première preuve de la prise en compte de la responsabilité civile. Dans ce cas de figure, quand quelqu'un dit à tout le monde par l'existence d'une entreprise individuelle ou unipersonnelle, il dit qu'il prend le risque avec le client d'assumer que ce qu'il fait est bon. Dans ce cas de figure, le tribunal de commerce pourra les départager. Ça, du point de vue commercial. Du point de vue de l'activité, on peut se renseigner sur cet interprète ou ce traducteur en lui demandant quelques preuves, dont des témoignages de clients antérieurs, des témoignages de ceux qui ont déjà utilisé, de collègues aussi. Il faut aussi voir les collègues qui existent, qui peuvent aider, ou l'école qui a formé. Ce sont des points qui peuvent être utilisés pour savoir si la personne a les moyens de produire une traduction qui est acceptable. Mais je voudrais juste ajouter une chose. Il y a aussi la qualité qui évolue par le client.
Tous les textes qui sont les mieux rédigés, tous les discours qui sont les mieux donnés ne sont pas forcément audibles, compréhensibles par la cible. Donc le marché peut imposer une qualité. Et il nous est arrivé de voir des gens qui se font traduire ou interpréter les propos et malheureusement après il se rend compte, il dit non monsieur c'est pas ce que j'avais dit et lui-même, donc l'interprète n'est peut-être pas bon. Comment ça se fait ça? Il n'est pas suffisamment formé. Ça peut être dû à ce qu'on appelle les parasites techniques. Les parasites techniques, ça peut être des parasites auditifs, ça peut être des parasites de micro, de casque, qui peuvent être des éléments où ça peut être qui n'a pas compris. Est-ce qu'on a besoin aujourd'hui, sincèrement, M. Gueye, est-ce qu'on a besoin aujourd'hui encore de traducteurs avec tout ce qui nous est offert, toutes les technologies qui sont là aujourd'hui, avec Google Translate aujourd'hui, que ce soit vocal ou écrit, je peux traduire n'importe lequel des textes. Ce qui est beau, c'est que l'un des meilleurs budgets de Google, c'est bien le budget de la traduction. Donc Google ne traduit pas avec Google Translate. Et c'est tellement bien de savoir ça. Et les Européens qui fabriquent le plus les Européens et Asiatiques qui fabriquent le plus en matière de technologie continuent de payer des sommes énormes en matière d'investissement pour payer les traducteurs et interprètes. Tout ce qui se crée aujourd'hui, ce sont des outils d'aide à la traduction. Et ne remplace pas les traducteurs. Souvenez-vous que le dictionnaire il était massif comme ça au début. Après, il est devenu numérique. Et la numérisation des documents et des dictionnaires, au contraire, a aidé le traducteur à aller plus vite pour des questions de productivité et de rentabilité. Le dictionnaire dans le téléphone. Donc ça permet d'aller plus vite. Toutefois, il n'est pas interdit à tout public de procéder lui-même à la rédaction de son texte dans la langue de son choix. C'est humain et c'est même valable. D'accord. Donc votre métier tend à disparaître. Au contraire, notre métier ne disparaît. Celui qui rédige en anglais ne se passe pas d'un traducteur. Notre métier ne s'occupe que des choses qui sont vitales. Par exemple, en Côte d'Ivoire, l'investisseur qui vient pour des tourismes d'investissement, le touriste qui vient pour le tourisme de loisirs, vient en Côte d'Ivoire parce que c'est vrai que les infrastructures se font belles et que le cadre est attrayant, mais il existe des expertises qui connaissent les deux cultures, qui peuvent emmener à la compréhension des choses. Et là, il faut comprendre ce que c'est que la langue. La langue n'est pas toujours dénotative, elle est aussi allusive, elle est aussi métalinguistique, elle est aussi poétique, et cette capacité et cette compétence sont détenues par des humains. Monsieur Gueye qui aime bien son métier, il y en a plusieurs types d'interprétation. Je pense à la chuchotée, la simultanée, la consécutive. C'est quoi la nuance? Et puis, est-ce qu'on a toujours besoin de la même formation? À la base, oui. À la base, oui. L'interprétation simultanée est l'interprétation qui consiste, pendant que l'orateur prend la parole, simultanément l'interprète dans une cabine, comme on a vu tout à l'heure dans le reportage, va dire dans la langue cible le discours au même moment que l'intervenant. Et la consécutive, c'est lorsque le client fait une pause et laisse à l'interprète le soin de rendre le message. Et la chuchotée, c'est quand nous nous tenons dans le dos du client ou à côté pour lui dire à l'oreille ce qui se passe en consécutive ou en simultané. Et enfin, l'interprétation de liaison, c'est l'interprétation qui consiste à passer d'une réunion à une autre lors de séances de travail. Et la traduction aussi contient beaucoup d'éléments. Il y a la traduction, il y a la révision, il y a la correction, il y a la transcréation, il y a l'adaptation. Et vous devez forcément rencontrer des problèmes, des difficultés dans l'exercice de votre métier. Tout métier a des défis. Nous avons les premiers défis, c'est la méconnaissance du client de notre métier. C'est le plus grand défi. Et c'est pour pallier ce genre de défis, ce genre de difficultés que vous avez créé la JTC. La JTC, la Journée internationale de la traduction et de l'interprétation de Côte d'Ivoire, a été initiée pour valoriser le secteur, valoriser les acteurs et puis rendre accessibles ces deux métiers qui sont l'objet de fantasmes aussi. Donc il faut peut-être que les gens nous découvrent, qu'ils sachent qui sont ces êtres humains qui pratiquent ce métier, et créer une autre compétence en dehors de la littérature et de la science, dire aux enfants qui veulent devenir ce métier que c'est un métier d'abord de langue. Et vous préparez la 5e édition de la Journée internationale de la traduction et de l'interprétation de Côte d'Ivoire. C'est pour les 29,
30 septembre prochain. Oui. Quel bilan vous faites des 4 éditions précédentes? Mais le premier bilan qu'on pourrait faire, c'est lorsqu'un petit garçon vous appelle, vient visiter votre entreprise pour vous dire, ben tiens, voilà, j'ai appris que vous faites l'interprétation, je suis venu voir. La curiosité, une destination existe, les interprètes eux-mêmes qui sont célébrés, ça c'est très bon, aujourd'hui on en parle, mais nous avons aussi célébré ceux qui ne faisaient pas partie dans la conscience collective de notre métier, les traducteurs et interprètes en langue locale. Aujourd'hui, les entreprises de traduction peuvent se mettre à un endroit, à une adresse, chaque année où ils se retrouvent, comme les autres le font dans les secteurs. Il y a ça, et puis la promotion de la formation continue. Aujourd'hui, la rencontre des interprètes et des traducteurs est le premier masterclass qui puisse exister. C'est déjà ça ce que nous avons obtenu en faisant tout cela. Merci. Mais c'est moi, une dernière chose, c'est rapidement dire merci à tous ceux et celles, privés, publics, entreprises, qui nous ont aidés et collègues depuis la première édition jusqu'à la dernière. Nous espérons qu'ils seront tous là nombreux pour qu'on fasse cette édition quelque chose d'unique et de différent. Merci, M. Gueye. C'est moi. Sébastien Hervé Gueye, interprète, traducteur, linguiste. Et je rappelle que vous êtes venu nous parler de votre métier et du fait qu'on en a encore besoin aujourd'hui. On a besoin de traducteurs en dépit d'Internet et de toutes ces applications, tous ces logiciels de traduction. Merci encore d'avoir répondu à notre invitation et à très bientôt. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs. Ce magazine est terminé. Merci de l'avoir suivi, mais restez avec nous. Nos programmes se poursuivent sur RTI 1 et sur tous nos réseaux sociaux.